BFM Business. Bon, mais je vous le disais, c'est New York qui nous intéresse maintenant, après que les bourses européennes, mais on y reviendra, après que les bourses européennes ont d'ailleurs clôturé en ordre dispersé. Grégory Volokin est avec nous à New York, Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonsoir Stéphane. Comment est-ce que Wall Street vit les choses et puis comment est-ce que l'Amérique regarde ça? D'abord, est-ce que ça l'intéresse? Oui, forcément, puisque c'est la Grande-Bretagne, ça l'intéresse, Grégory. Mais je dirais que ce qui intéresse surtout les Américains, c'est de faire une lecture de ce qui s'est passé en Angleterre la nuit dernière par rapport aux élections à venir. Et c'est clair que tout de suite, le candidat Donald Trump a sauté sur l'occasion, puisque les principaux thèmes des gens qui étaient pour le Brexit sont à peu près les mêmes thèmes de campagne que ceux de Donald Trump, c'est-à-dire l'émigration, c'est-à-dire un certain nationalisme, etc., etc. Donc c'est un peu la lecture qu'ont les Américains. Est-ce que ça va favoriser Donald Trump? Et l'autre chose, c'est, ce qui est clair, c'est que ça affaiblit la position des États-Unis. Ils le savent très bien, puisqu'en gros, l'Angleterre est le principal allié. C'est un peu le fer de lance des États-Unis dans toutes les négociations, que ce soit commerciales ou politiques, avec l'Europe. Oh, c'était même historiquement le cheval de Troie. Jean-Marc Daniel va nous accompagner pendant ces 2 heures. Jean-Pierre Petit, le patron des Cahiers Verts de l'économie. Vous avez amené votre sac de couchage, Jean-Pierre. Vous êtes avec nous depuis 18h. Et Laurent Bigorgne, le patron de l'Institut Montaigne. Bonsoir Laurent Bigorgne. Et on va parler ensemble de la construction européenne. Vous restez avec nous, Grégory. Je veux savoir comment se comportent les marchés, mais juste sur ce que vient de dire Grégory Volokin, Jean-Marc Daniel. Oui, c'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie pour affaiblir l'Europe. Oui, ça a toujours été comme ça. En tout cas, c'est ce que le général de Gaulle reprochait au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'il avait mis son veto en 1963 à l'adhésion. Et au moment de l'affaire d'Irak, le suivisme du gouvernement Blair, qui en plus était un gouvernement travailliste, avait été interprété comme le fait que le Royaume-Uni était le 51e État des États-Unis, membre de l'Union européenne. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il y avait un problème pour le Royaume-Uni de se définir par rapport à ses alliés européens. Je dirais néanmoins une chose pour quand même défendre un peu le Royaume-Uni. Je pense que si les Anglais sont eurosceptiques, les Français et les Allemands ont été assez souvent anglo-sceptiques. C'est-à-dire De Gaulle était opposé à ce Royaume-Uni comme cheval de Troie, mais au moment de la crise du SME en 1992, les Anglais qui avaient quand même plutôt joué le jeu de l'Europe, de l'intégration de la livre dans le système monétaire européen, ont été abandonnés en race campagne. Et donc je crois qu'il y a aussi des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni s'est tourné vers les États-Unis de façon plus systématique. C'est parce qu'il a eu l'impression que les Français et les Anglais jouaient pas le jeu. Alors on va en parler dans un instant. Il y avait aussi un axe Cameron-Merkel quand même, qui était en train de naître. Il y avait un rapprochement très très net entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, mais on en reparlera. On va retrouver Grégory Volokin. Le marché, Grégory Volokin, et les sentiments du marché à Wall Street. J'ai l'impression quand même que c'est Wall Street qui a permis à l'Europe de limiter la casse. Comment est-ce que ça se passe ce soir ? Je dirais que la seule chose vraiment positive pour les marchés américains, c'est qu'avec ce qui s'est passé hier soir, les perspectives de hausse des taux sur l'année se sont totalement effondrées. Et qu'en fait, actuellement, si on regarde ces attentes par rapport au taux d'intérêt et à la politique de la Fed, on voit que jusqu'au mois de décembre, c'est plus une baisse des taux qui est favorisée par les indicateurs qu'une hausse des taux. Donc en gros, c'est ça qui soutient le marché. Il faut se souvenir, les marchés n'aiment jamais vraiment avoir des taux qui montent. Et là, on voit vraiment les taux aux 10 ans américains à des niveaux extrêmement bas. Donc le soutien vient surtout de ça, je dirais. On est là en ce moment à Wall Street sur une baisse d'à peu près 3%. C'est ça l'idée, Grégory ? Oui, et disons, c'est pas une baisse très très forte. On ne fait que baisser ce qu'on avait gagné durant la semaine en anticipant le Remain. Et puis c'est surtout mené à la baisse par un secteur aujourd'hui qui souffre énormément, comme chez vous, c'est les valeurs financières. Ouais. Pourquoi ? Parce que pas de hausse des taux, c'est pas bon pour les financières. Et puis ces valeurs financières, elles ont toutes justement leur tête de pont, comme je le disais avant, à Londres. Et ces compagnies américaines, que ce soit Morgan Stanley qui est en baisse de 10% ou JP Morgan, ils vont tous avoir à la fois des frais importants, vont devoir reconstruire ces activités en Europe, et évidemment c'est pas très très favorable pour des banques qui ont des marges en ce moment extrêmement faibles. On va en dire un mot. Merci Grégory, on se retrouve tout à l'heure à 20h30 et on va en dire un mot de cette idée de banques américaines qui vont devoir reconstruire peut-être de nouvelles têtes de pont en Europe. Jean-Pierre Petit, est-ce que vous avez été surpris? On a ouvert au matin avec une baisse d'à peu près 10-11% à Paris. Quand
on regarde les clôtures, on a bien limité la casse à Francfort, on a très bien limité la casse à Londres, paradoxalement. On a bien limité la casse à Francfort, 6,82, on perd 8% à Paris. On perd beaucoup plus en Espagne et en Italie, mais peut-être justement sur des questions et des inquiétudes de fragmentation européenne. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de panique sur les marchés, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au matin. Comment est-ce que vous regardez la façon dont les marchés ont évolué dans la journée? Il y a deux choses très importantes que nous, on avait signalées au profit de nos clients. C'était un, l'ampleur du score, et deux, la réaction des protagonistes. Sur l'ampleur du score, elle n'est pas massive non plus. Enfin, c'est pas un vote 60-40, c'est un vote 52-48. Oui, c'est ça. C'est pas 50,1 contre mais quand même, 49,9. Ça ne permet pas une arrogance totale aux partisans du Brexit. Et puis la réaction des protagonistes, totale, je veux dire. Voilà. Ensuite, les réactions des différents protagonistes sont pour l'instant, on va dire, relativement modérées. Mais pour répondre complètement à votre remarque, l'histoire du Brexit, c'est une histoire pas seulement de très court terme de marché, c'est une histoire de long terme à mon avis. On en a pour des... C'est pour ça que le sac de couchage, je pense que je peux le laisser ici parce que... La tente Décathlon, là. Voilà. Attends 2 secondes, vous savez, là. Jean-Pierre Petit monte ça. Là, dans 3 mois, non seulement on en reparle, parce que à l'automne prochain, il y a le processus de nomination du nouveau patron du Parti conservateur. Ça va prendre beaucoup de temps. Le nouveau gouvernement donc britannique. C'est la prochaine demi-heure, ça, Jean-Pierre. Allez pas trop vite. D'accord. Et puis il y a plein d'autres. Puis il y a les élections en Espagne dimanche. C'est en grande partie lié. Le référendum en Italie au début du mois d'octobre. Il y a une histoire Trump parce que en fait, ce que craint les marchés, c'est pas la contagion économique. Souvent on en parle, les exportations qui vont baisser, etc. Ouais. C'est même pas trop la contagion financière au sens crise de la dette souveraine, c'est-à-dire les interrelations entre le risque bancaire, le risque souverain, c'est même pas ça. C'est la contagion politique. C'est le signal de l'isolationnisme qu'a donné qu'ont donné hier les résultats électoraux sur le référendum. Trump, moi ce qui est frappant quand même, puisque je vois souvent les investisseurs, c'est que les investisseurs sont ébranlés, mais à mon avis durablement, et pas seulement aujourd'hui, par le fait qu'il n'y a plus la fatalité du statu quo. Grexit, c'était impossible. Trump, c'était impossible. C'est intéressant. Brexit, c'était pas possible. Ben si, c'est possible. Voilà. Bien sûr que c'est possible. Et la première fois qu'un de ces trucs impossibles devient possible. Voilà. C'est là le précédent. C'est pas seulement le précédent pour quitter formellement l'Union européenne avec l'article 50. C'est un événement géopolitique majeur, avec des éléments de fracture qui vont bien au-delà de l'Union européenne. Évidemment l'Union européenne et à l'intérieur des États souverains, l'Écosse, la Catalogne, puisque Podemos a un point de vue très très fort sur l'indépendance de la Catalogne. Donc regardez ça dimanche. Le Tyrol du Sud, la Flandre, etc. C'est toujours là, Et puis, Tyrol du Sud m'avait échappé, là. Il y en a des questions. Il y a Gibraltar, il y a l'Irlande. Non, mais attendez, il y a plein de questions de... Le Tyrol du Sud. Ah oui, absolument, faut... on parlait... Non, en plus, on a parlé. Pour l'émission Daouda Abdelhaim nous a parlé du Tyrol du Sud. Et en fait, sont les nationalistes autrichiens, qui veulent récupérer le Tyrol du Sud de l'Italie. Voilà. Et, au niveau mondial, parce que là, la Grande-Bretagne, c'est pas négligeable, c'est 4% du PIB mondial, c'est 17% du PIB de l'Union européenne, c'est une grande puissance militaire et politique indéniable. Mais là, le 8 novembre, c'est la première puissance économique, politique, militaire. Et le message de Donald Trump... Ah, vous parlez de l'Amérique, c'est ça, je vous avais perdu là. Le message de Donald Trump, dans l'ensemble, si je fais abstraction de la volatilité des positions du personnage, c'est un message quand même peut-être minoritaire, mais traditionnel d'une certaine faction du Parti républicain, ce qui est un message isolationniste. Bon, mais c'est pas possible, Trump. Vous voyez. Mais bien sûr. Je vous le provoque. Attendez, je vais retrouver Grégoire Favet qui a passé alors la journée à Londres, justement, a passé la journée auprès de ses investisseurs. Juste un élément, Grégoire. Est-ce qu'il se prépare à déménager?
Ah, pas tout de suite. Non, non, mais évidemment, enfin, tout le monde a ça en tête, on le raconte. Les grandes banques britanniques, évidemment, les grandes banques américaines ont toutes des plans dans les cartons pour relocaliser une partie de leurs activités, voire de leurs sièges sociaux purement et simplement. Mais là, tous les acteurs économiques, toutes les entreprises au sens large, elles sont quand même plutôt en mode wait and see. Hein. C'est vraiment une longue période d'incertitude qui va s'ouvrir. C'est pareil pour les grands investisseurs internationaux. Ce qu'on a vu aujourd'hui sur les marchés, évidemment, c'est un choc historique, un séisme de marché, mais qui concerne une frange particulière du marché. Ce sont des hedge funds, c'est la spéculation là qui s'est pris les doigts dans la porte aujourd'hui. Nous, on est allé chez BlackRock par exemple aujourd'hui. BlackRock, c'est pas un hedge fund, c'est le plus grand gérant d'épargne au monde. C'est 4 000, 5 000 milliards de dollars sous gestion. Les clients, ils n'ont pas paniqué aujourd'hui. Évidemment, ils ont énormément de questions et Jean-Pierre Petit le disait, hein, c'est des questions structurelles majeures sur le long terme. Mais ces clients-là, ils n'ont pas encore pris des décisions d'investissement stratégiques. Ils vont sans doute le faire hein, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ils attendent de voir comment les choses vont tourner purement et simplement. Comment est-ce qu'on va réussir et de quelle manière est-ce qu'on va réussir à se mettre autour de la table. Le problème, c'est qu'il y a un pont à faire de 3 mois, hein, puisque David Cameron a dit qu'il allait assurer cet intérim de 3 mois. Et 3 mois quand même pour les investisseurs aujourd'hui, dans l'incertitude dans laquelle on se trouve, c'est une période qui est relativement longue. Hein. On verra ces 3 mois, ils sont assez challengés ces 3 mois, mais on verra ça. Il semble que un certain nombre de gouvernants européens ne soient pas en ce moment dans l'état d'esprit de laisser 3 mois justement à David Cameron, alors soit pour partir, soit pour entamer des négociations. Juste un mot, Grégoire, il y avait, et notamment dans les grandes banques américaines hein, dont nous parlait Grégory Bolokhin, il y a eu pendant la campagne électorale des menaces de plans de licenciement massif par milliers de postes. C'est aujourd'hui une réalité et c'est aujourd'hui quelque chose qui est clairement envisagé à Londres. Bah, évidemment, hein, tous les financiers qu'on a rencontrés, les économistes, tout le monde a ça en tête. Alors, ça fera partie des négociations, hein, le fameux passeport de services financiers. Ce sera une clé des négociations. Les grandes banques de la City, elles vont pas décider comme ça du jour au lendemain, prendre des décisions irréversibles. Encore une fois, je pense qu'elles vont vraiment attendre de voir comment sur ce point clé, évidemment pour l'industrie financière britannique, comment est-ce que les choses vont s'engager. Mais forcément, il y aura des réorganisations, des réallocations. Tous les gens qu'on a eu, des grandes banques françaises également. Il faut pas se leurrer, hein. Il n'y a pas que les banques américaines et que les banques britanniques qui vont délocaliser une partie de leur activité aujourd'hui logée à la City. C'est pareil pour les banques françaises. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le choc émotionnel. Oui, on est à la City, oui, les grandes banques sont en ligne de mire et des emplois sont menacés. Mais moi, j'ai rencontré des Français ici qui bossent depuis plus de 10 ans, qui sont persuadés, intimement convaincus que c'est un véritable gâchis là qui est en train de se passer, qu'il y avait des choses à faire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et il y a un choc. Enfin, les gens ont pris les choses vraiment très à cœur. Hein. C'est des histoires familiales derrière. C'est vraiment, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais voilà, il y a des gens qui étaient vraiment assez dévastés, je peux le dire, ce matin là, quand je les ai eus très tôt à 3h du mat au téléphone, quand on avait vraiment les premiers résultats irréversibles. Voilà, c'est des gens que je connais depuis longtemps, qui étaient quand même dans un état d'esprit que je leur avais jamais connu comme ça. Je les avais jamais connus comme ça. Mais on l'a tous un petit peu ressenti, je crois. Hein. On l'a tous un petit peu ressenti. Peut-être même oui. Que Mr. et Mrs. Smith, quand ils se sont réveillés ce matin au petit-déj, se sont dit « Oula, mais qu'est-ce qu'on a fait, dis donc hein ?» Bon, on reparle de tout cela. Merci Grégoire, hein, merci. Laurent Bigorgne, bonjour Laurent Bigorgne. Bonsoir Laurent Bigorgne, le patron de l'Institut Montaigne qui a publié il y a une semaine, quelques jours hein, un rapport qu'il faut aller lire, vraiment. Alors il se trouve que je suis tombé dedans hier soir, Laurent, je n'ai lu que la partie Remain. Dommage. J'avais pas lu la partie Brexit. Je me suis dit c'est pas la peine. Son bac. Elle était très... Non, mais attendez, pourquoi je vous dis ça? Elle était très très intéressante la partie Remain, parce que dans la partie Remain, vous décortiquiez l'accord du 19 février, ce qu'on avait concédé à David Cameron. C'était déjà de toute façon une explosion de l'Union européenne, Laurent. On était arrivé à la conclusion, effectivement, que Brexit ou Remain, on avait un vrai sujet, particulièrement dans le cas du Brexit, on va y venir, mais que dans le cas du Remain, il fallait pas penser que le jour d'après était un jour facile. Mais bien sûr. Parce que, à la fois pour des raisons juridiques, l'opposition de deux droits, on faisait coexister le droit communautaire, le droit qui nous régit, et un droit international. Je vous rappelle que les Anglais ont déposé l'accord du 19 février à l'ONU et entendaient donc lui voir reconnaître une force d'opposabilité. Comment auraient tranché les juridictions compétentes quand des problèmes de droit seraient survenus
concernant des États, des particuliers, vu la coexistence de deux droits. On va pas y passer une heure, mais il y avait une possibilité de carton rouge, c'est-à-dire une possibilité pour la Grande-Bretagne et d'autres pays de s'opposer à des négociations dont pourtant ils n'étaient pas partie prenante, et on pensait notamment au renversement de l'union bancaire, voilà. Et il y avait surtout la fin de la libre circulation des travailleurs, ou du moins la possibilité pour un État membre, quand il jugeait que le flux de travailleurs était trop important, de le bloquer. Et j'ajoute toutes les demandes reconventionnelles à venir sur la base de cette créativité juridique du 19 février dernier, d'États qui auraient dit mais au fond on n'est plus dans une Europe des cercles concentriques, on est dans une Europe à la carte. Ouais, tout à fait. Et ça, honnêtement, passer du menu à la carte, c'est disloquer l'ensemble. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, et si c'était un mal pour un bien? Ils avaient déjà de toute façon brisé l'Europe à travers cet accord du 19 février. Moi, j'entends beaucoup de volonté depuis ce matin, ce qui est sans doute un peu de méthode Coué, de se dire au fond si c'était un mal pour un bien. Il y a un espoir quand même que je voudrais partager avec ceux qui nous regardent ce soir. Quand on regarde, parce qu'on a beaucoup parlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur les différenciations géographiques dans le vote Bremen ou Brexit, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le vote générationnel. Savez-vous que les 18-24 ans ont voté à 63% pour rester? Et savez-vous qu'ils sont majoritaires dans le vote? Et savez-vous qu'évidemment, ça c'est plus connu, que ce sont les vieux, les plus de 65 ans qui ont voté à plus de 58% pour sortir. C'est quand même intéressant de voir ce fonctionnement démocratique où des gens qui vont en moyenne d'espérance de vie vivre 16 ans avec la portée de leurs décisions, qui choisissent pour des gens qui vont vivre 70 ans avec la portée de cette décision. J'ai vu passer dans la journée, là, il y a des types qui voudraient qu'on ait un droit de vote proportionnel à l'âge qu'on a, c'est-à-dire qu'on ait un droit de vote supérieur. Non mais sérieusement, qu'on ait un droit de vote supérieur. Vous aviez vu ça, non? Oui, j'ai vu ça, oui. L'idée qu'effectivement, en fonction de l'âge et des conséquences que va avoir son vote, il faudrait pondérer... Et donc, voilà, on nous a expliqué toute la journée, et j'en fais partie, que le Royaume est désuni aujourd'hui. On a vu que le vote des Irlandais, le vote des Écossais n'était pas celui des Gallois ou des gens du centre de l'Angleterre, que celui des Londoniens est très en avance sur la volonté de rester, mais prenons aussi l'analyse générationnelle du vote. C'est-à-dire que les jeunes ont plus voté pour rester que les Écossais. Marc? Non, je pense que, oui, ça me rassure, ça dépend en quel terme, parce que je pense que le Royaume est... Oui, ça me rassure, ça dépend en quel terme, parce que je pense que le Royaume est désuni maintenant, c'est-à-dire que... Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Oui. Là, on parle de l'Europe et de la façon dont l'Europe doit gérer cette affaire. Et je vais le dire autrement. Et ma question, c'est est-ce un mal pour un bien? Je suis pas sûr que si on faisait aujourd'hui un vote d'adhésion à l'Union européenne, il y aurait autant de jeunes, et c'est un peu mon point, qui voteraient pour l'Union européenne en France que ce qui semble s'être exprimé au Royaume-Uni, que c'est 63%. J'ai même un peu le sentiment contraire. Concernant effectivement les conséquences qui vont être les conséquences, on a, à mon avis, on a surdéterminé les conséquences du Brexit. Il y a eu une campagne du Brexit qui a été extrêmement maladroite, enfin anti-Brexit du Remain qui a été extrêmement maladroite. Et je pense qu'une partie de l'électorat britannique aussi a été agacée. Enfin, je me mets à la place de Miss Marple qui est en train de manger son sandwich au concombre et de boire sa tasse de thé et qui voit Madame Lagarde venir lui expliquer qu'il faut qu'elle reste dans l'Union européenne. Bon, je veux dire, quel vote Brexit, ça me paraît peut-être stupide, mais tout à fait estimable. Il y a un moment où il y a une forme d'irritation naturelle qui est tout à fait compréhensible. Devant Christine Lagarde, je le conçois. Oui, et donc je pense que il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le Brexit en pensant que de toute façon le Remain allait gagner. Sur l'Europe, initiative européenne, parce que Laurent Bigorre, il va nous le dire, il a des points précis dont il pense qu'il faut les mettre en avant maintenant, rapidement. Ce que je pense, c'est que effectivement, d'abord, le camp libéral en Europe a perdu son leader, c'est-à-dire que les Polonais, les Tchèques, les Danois s'appuyaient beaucoup sur le Royaume-Uni, et maintenant il va falloir qu'ils redéfinissent même une stratégie qui peut être soit le départ, c'est-à-dire la question clairement qui est posée à Prague, c'est est-ce qu'on rentre tout de suite dans la logique de sortir, ou est-ce qu'on essaie effectivement de demander de nouvelles conditions. Le deuxième élément, c'est clairement effectivement là où je rejoins Laurent Bigorre, c'est que l'accord du 19 février était allé beaucoup trop loin, et je pense qu'un certain nombre de gens se disent finalement qu'on puisse effacer cette séquence, qu'on puisse effacer cet ensemble de concessions qu'on a fini par accorder sans réaliser que à chaque fois on mettait le doigt dans l'engrenage et le bras y passait. Ça va être une possibilité de remettre les choses à plat. Et puis je pense quand on voit le discours des gens à Berlin, c'est-à-dire Berlin dit c'est out is out, et Berlin a déjà dit qu'on avait envisagé que éventuellement, puisque la présidence britannique a été prévue et programmée pour le deuxième semestre de juillet, pour le deuxième semestre de 2017, on pourrait éventuellement demander aux Britanniques avant de partir et donc Berlin commence à dire écoutez,
c'est inenvisageable, c'est même grotesque d'envisager cette situation. Donc il faut qu'il C'est grotesque, mais on en est capable, vous savez. Oui, absolument. On est parfaitement capable. Et donc, pour reprendre une formule, je dirais, il y a fermeté de Berlin, mais je pense qu'il n'y aura pas de décret de Berlin. Vous savez, le décret de Berlin, c'est le décret par lequel Napoléon Ier a déclaré le blocus continental. Je pense qu'on ne va pas au blocus continental et qu'il faut arrêter de dire on va être obligé de fermer telle entreprise parce qu'on ne pourra plus commercer avec le Royaume-Uni. Non, on va continuer à commercer avec le Royaume-Uni. Laurent, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, l'Institut Montaigne a vraiment un... Sur BFM Business. 8h30, 20h30, bien tassé, on continue cette édition spéciale qui va nous amener jusqu'à 22h et que l'on va démarrer toutes les demi-heures. Et j'en remercie Grégory Volokin à New York, Mescar Financial Services, par prendre le pouls de ce qui se joue aux États-Unis, parce que ce soir c'est bel et bien les États-Unis qui nous intéressent. Donc on va aller retrouver Grégory Volokin tout de suite. Édition spéciale sur BFM Business. Et ensuite, on retrouvera notre envoyé spécial Delphine Liu et on va parler du sort de David Cameron, du Parti conservateur, de Boris Johnson et puis du sort du Royaume-Uni, Royaume-Uni, Royaume des Unis. Mais d'abord, donc, Grégory Volokin qui va nous accompagner depuis New York. Un mot sur la tendance de marché, Grégory. On limite les dégâts et ensuite, je voudrais qu'on parle justement ensemble du secteur bancaire qui est aux États-Unis aussi, visiblement le secteur le plus exposé ce soir. Pourquoi est-ce qu'il est exposé ? Oui, alors on limite les dégâts, mais il y a quand même des dégâts, ça c'est certain. Et comme vous dites, secteur bancaire, avec des baisses vraiment très très fortes pour les plus grandes banques américaines. Je vous dirais une chose que vous n'avez peut-être pas entendue, mais moi je viens de l'entendre. Est-ce que vous connaissez le Texit ? Mais c'est sérieux, il y a eu 260 000 Américains du Texas qui ont signé une pétition pour l'indépendance du Texas. Wow. Donc la contagion, et soyons sérieux, la contagion elle est réelle dans la politique et comme je le disais tout à l'heure, le candidat républicain Donald Trump aujourd'hui boit du petit lait puisque tous ces thèmes de campagne en fait étaient pratiquement les mêmes que ceux des supporters du Brexit. Bon, mais parlons du secteur bancaire. Grégory, est-ce que aujourd'hui les grandes banques américaines, disons-le concrètement, se préparent à quitter Londres pour aller, alors sans doute pas à Paris, on n'a aucune illusion là-dessus, mais peut-être quelque part en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas? Ben écoutez, elles étaient implantées depuis longtemps en Angleterre parce que c'était la façon d'avoir leurs activités en Europe avec le fameux passeport financier. C'est certain qu'elles vont se préparer à quitter Londres. Je ne pense pas qu'elles vont faire un pari sur une ville. Elles vont plutôt se disséminer entre quelques villes européennes. Mais je dirais ça, c'est des problèmes logistiques. Je crois que c'est pas vraiment ça qui inquiète le marché ni les investisseurs dans les valeurs financières. Ce qui en fait les alerte ou leur fait peur, c'est que on était dans un environnement à très faible croissance et déjà dans cet environnement c'était difficile pour les banques de gagner de l'argent. Maintenant avec des taux d'intérêt qui s'effondrent complètement, pas de perspective de hausse des taux et des risques de récession en Europe, comment ces banques vont réussir encore à gagner de l'argent si pour autant elles vont en gagner sur les prochaines années. Tout à fait. Merci Grégory, on se retrouve tout à l'heure à 21h et Delphine Liu nous attend devant West. Édition spéciale sur BFM Business. Encore une heure d'édition spéciale sur BFM Business. On va aller jusqu'à la clôture de Wall Street et clôturer ensemble cette journée exceptionnelle. Alors, journée exceptionnelle, évidemment politique, géopolitique, quasiment stratégique, puisqu'on apprend que l'arsenal nucléaire britannique est en Écosse et que si l'Écosse prenait son indépendance, il y aurait aussi un problème de ce côté-là. Mais aussi, et c'est bel et bien le cœur de ce que vous raconte quotidiennement BFM Business, une journée très particulière aussi sur les marchés. On va continuer donc avec Grégory Volokin qui est à New York. C'est Christian Parizeau, le chef économiste d'Orel BGC qui est avec nous dans cette demi-heure. Et puis, on sera à Londres avec David Benamou, spécialiste bancaire, Axiom IM, David Benamou. Et on parlera justement de ce qui pourrait être une recomposition financière de l'ensemble du continent européen. C'est parti, c'est BFM Business. Édition spéciale sur BFM Business. Et puis on parlera de questions européennes aussi et des atermoiements. Ben Aouda Abdelhaim est à Londres, des atermoiements maintenant tout à coup là, des responsables politiques britanniques, comme s'ils se disaient
Oh my God, mais attendez, on n'avait pas forcément prévu de sortir et on n'a pas forcément le mode d'emploi. D'abord, Grégory Volokin, donc, qui est à New York et qui nous accompagne avec une notion très très intéressante, hein, Grégory, je vous en remercie, Mescart Financial Services. L'idée que c'est bel et bien l'élection de Donald Trump qui se profile derrière le Brexit. L'économiste Jean-Pierre Petit qui était avec nous faisait lui aussi clairement l'assimilation. Nous étions entourés d'éléments invraisemblables et dont personne ne pensait qu'ils pouvaient véritablement se matérialiser. C'est un peu ce qui s'était passé il y a 1 an jour pour jour avec l'éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro. Bon ben ça y est, l'un de ces éléments invraisemblables s'est matérialisé. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. L'autre élément invraisemblable qui se profile, c'est l'élection de Donald Trump. Et il a tout de suite joué là-dessus, hein. C'est ce que vous nous racontez ce soir, Grégory. Oui, tout à fait, puisque son principal thème, c'est l'immigration, c'est le terrorisme, c'est fermer les frontières, c'est l'indépendance nationale. Mais je voudrais souligner, puisque j'en ai l'occasion, que Donald Trump n'est pas forcément si mal vu des milieux financiers en ce moment aux États-Unis. Il y a vraiment un changement d'opinion qui est en train de se faire. Tout d'abord, c'est très clair, Hillary Clinton et les démocrates ont été en gros les ennemis du système bancaire avec Dodd-Frank, etc. Et puis on voit que Donald Trump, petit à petit, ramène derrière lui des poids lourds de Wall Street. Il a fait un dîner la semaine dernière à New York. Il y avait Carl Icahn, qui est bien connu dans le monde des hedge funds. Il y avait le fondateur de Home Depot. Il y avait des tas de gens de chez Goldman Sachs. Petit à petit, vous avez pas mal de gens dans le milieu de la finance, moi pas, mais pas mal de gens dans le milieu de la finance qui pensent qu'en fait, Donald Trump, ça serait peut-être un bon pari. Bon, Grégory, juste encore un mot sur la séance à Wall Street. Hein, on va clôturer là-dessus, mais des valeurs bancaires notamment, hein, qui sont très très attaquées. Ça ne surprend personne. Elles ont été très attaquées en Europe. Société Générale qui a perdu 20%. C'est aussi le cas aux États-Unis, hein, en quelques mots ce soir. Oui, mais je vous dirais pas pour les mêmes raisons. Je pense que d'abord les valeurs européennes ont été trop attaquées. Si on regarde leur exposition réelle à l'économie anglaise, qui va pas disparaître demain, pour les valeurs bancaires américaines, je dirais en fait si elles baissent, surtout à cause du fait qu'avec le Brexit, on peut faire une croix sur une hausse des taux aux États-Unis, ce qui était vraiment attendu par le secteur bancaire. Et puis, on peut se dire, il y a peut-être un risque de récession en Europe. Vraiment ce qu'il ne faut pas en ce moment dans le système financier mondial. Mais vraiment, je crois que c'est plutôt la question des taux d'intérêt aujourd'hui qui dirige ce que fait le marché des banques aux États-Unis. Merci Grégory, chef économiste donc de Aurel BGC. Christian Parizeau, on était ensemble ce matin à 5h30. Christian Parizeau. Sur BFM Business. La dernière demi-heure de cette édition spéciale qui va commencer tout de suite. On va parler de politique avec Hervé Mariton qui est avec nous. On a trouvé une thématique là pour terminer ensemble. Et si la politique française devenait otage du Brexit. Mais d'abord, on va aller voir comment s'est jouée la séance à Wall Street et retrouver une dernière fois Grégory Volokin. Édition spéciale sur BFM Business. Mescart Financial Services à New York, Grégory Volokin, je vous en remercie, qui nous a accompagnés durant cette édition spéciale. Bilan de la séance à New York, Grégory Volokin. On rappelle qu'en Europe, elle a été, alors plus ou moins agitée d'ailleurs. Le FTSE s'en est très très bien sorti, le FTSE de Londres. C'est à peu près le cas aussi de Francfort, 6,82. C'est à peu près le cas de Paris, 8%. En revanche, à Madrid et à Milan, on a reculé de plus de 12%. Mais là, effectivement, il y a des tensions particulières sur les pays du sud de l'Europe qui ont commencé à remonter. Qu'en est-il donc à Wall Street, Grégory ? Je dirais depuis qu'on a commencé à se parler il y a environ 2 heures, les marchés ont accéléré à la baisse et on commence franchement à avoir des gros dégâts. Si on regarde les principales banques américaines avec des baisses de 10%, vous regardez le Nasdaq en baisse de 5%, le S&P de 4%, donc c'est pas la catastrophe, mais c'est quand même une très mauvaise journée, pas seulement due au Brexit, mais surtout due au fait que
pour les Américains, la croissance globale, on la savait déjà faible, et maintenant, on n'a qu'une peur dans les marchés, c'est que cette croissance disparaisse et que le prochain mot qui soit prononcé, ça soit le mot de récession. Et puis, il y a, vous nous l'avez beaucoup dit ce soir, hein, Grégory, cet élément alors technique mais pourtant fondamental, hein, j'ai l'habitude de dire que c'est l'élément le plus important du monde entre les mains de Janet Yellen, c'est-à-dire une éventuelle remontée des taux d'intérêt. Les marchés s'étaient finalement tous mis dans l'idée, dans l'optique d'une remontée des taux d'intérêt. La conviction que vous avez maintenant, c'est que cette incertitude ouverte par le vote britannique annule sans doute les velléités de Janet Yellen de remonter les taux d'intérêt pour cette année. Oui, parce qu'en fait, on avait enfin accepté le fait que si les taux d'intérêt montaient aux États-Unis, c'est un signe de santé de l'économie américaine, et on avait un peu éloigné toutes les craintes externes, c'est-à-dire que les problèmes avec la Chine, on commence à les avoir bien digérés, les problèmes de croissance en Europe, on voyait des signes de vie depuis quelques semaines, et là, tout est remis en question, donc je dirais, il n'y aura pas de hausse des taux cette année aux États-Unis, c'est à peu près certain. On commence à parler de baisse des taux, quelqu'un a même fait la boutade, peut-être que la prochaine réunion de la Fed au mois de juillet, il va se passer quelque chose, mais ça sera dans le sens contraire de ce qu'on aurait pu penser, donc une baisse des taux. Alors je ne sais pas si on ira jusque-là, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que le scénario de croissance faible, maintenant global, non seulement il est confirmé, il est validé et il introduit cette incertitude. N'oubliez pas qu'on n'a eu que 0,8% de croissance sur le premier trimestre aux États-Unis. On pensait faire beaucoup mieux sur le reste de l'année, mais on n'est pas seul, et si chez vous ça se dégrade rapidement, on aura de la peine à avoir une croissance même aux alentours de 2%. Merci Grégory. Grégory Volokhin, hein, Mescart Financial Services, Vincent Touraine, un certain nombre d'entreprises alors françaises ont voulu